Contact, ok. De débat d'idées. Le premier thème, je vous le rappelle, c'était les impacts que pouvait avoir la crise sur les entreprises, les organisations. Et était sorti donc justement des discussions la question de la résilience. Et qui mieux que pour la résilience, pour l'aborder, que notre grand ami, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui nous fera visiter, j'imagine, un petit peu la fête des tabernacles, même si elle est un peu passée. Le conseiller d'État, pardon, Pierre Maudet, que je remercie d'être avec nous ce soir, et également un chef d'entreprise, mathématicien, agitateur, on me l'a présenté ainsi, et c'est ce qui nous a fait vraiment plaisir, merci Enza aussi, de nous présenter de belles personnes, Monsieur Comtesse, qui va également venir participer à ce débat. Alors, cette question de la résilience, pour nous, elle est vraiment centrale. Pourquoi? Parce que quelle que soit l'organisation, ou même sur le plan personnel, je rappelle juste, à titre d'indication, que la résilience, ce principe de résilience au départ, à la mécanique, c'était la capacité qu'avait une tôle à revenir à son état initial après un choc, qu'on a ensuite appliqué au monde économique, les grands chocs que nous avons connus. Du reste, nous en connaissons un maintenant. Et après, les psychologues et psychiatres en ont fait aussi une application médicale avec des grands traumatismes, des grandes ruptures, des grandes séparations que certains pouvaient vivre, et leur capacité également à revenir à un état initial, voire même le dépasser. Donc, je crois que les trois intervenants que nous avons choisis ce soir, et j'en suis persuadé, répondront à merveille à vos interrogations. Donc, dans un premier temps, je vous rappelle la règle. On coupe son micro le temps que l'on ne parle pas, c'est-à-dire pendant que les intervenants parlent. Chacun d'entre eux répondront aux questions habilement concoctées par Enza. Ensuite, se poseront simultanément deux questions, enfin, une question chacun. Et après, on vous soumettra, chers membres du jury, quelque part, pour reprendre un petit peu le monde universitaire, au jeu des questions du public. Alors, je vous demande si vous avez des questions à poser. Vous avez un chat, vous voyez, cette petite enveloppe bulle en haut à droite. Vous pouvez tout à fait nous poser vos questions. Et je salue Andrew Young, qui est en charge de récupérer toutes ces questions, d'en faire une synthèse. Et ensuite, on se fera un plaisir de les poser aux intervenants. Merci à toutes et à tous. Bon débat, profitez-en bien et je vous souhaite tout bon. Alors, merci, cher Richard, à toi, à ton équipe. Alors, la résilience, une réponse à la crise. La résilience, c'est la capacité de retomber sur ses pieds, de garder le cap, d'assurer la pérennité d'un organisme ou d'une société, le maintien d'une certaine permanence dans un environnement turbulent. Bien sûr, la notion de résilience est polyvalente. Dans une socio-économie résiliente, ce qui est permanent n'est pas nécessairement toujours défini de la même manière. Il y a toute la différence du monde entre une résilience qui assure la conservation intégrale d'un certain état de l'économie avant le Covid et une résilience qui assure un certain régime de renouvellement, ce sera maintenant et l'après-Covid. Pour bien jauger le degré de résilience d'une socio-économie, il faut donc l'analyser selon diverses longueurs d'onde, car dans chacune d'elles, la résilience prend un sens différent. Merci aux intervenants qui ont accepté cette invitation, car c'est de cela que nous allons parler pendant l'heure qui suit. Alors, Monsieur le conseiller d'État, Pierre Maudet, cher Pierre, cher ami, tu es en charge du développement économique à Genève. Fin février, alors que le corona n'avait pas encore autant bouleversé nos vies, vous envoyez déjà un message qui parle de résilience. Je vous cite. Face à des enjeux mondiaux capables de déstabiliser nos sociétés extraordinairement interdépendantes, Genève a la chance, mais également la responsabilité de repenser notre manière de surmonter les crises et avancer malgré l'adversité. Alors, 2 mois après, où en êtes-vous dans cette réflexion? Merci d'abord de l'invitation et merci de l'opportunité qui m'est donnée de contribuer à cet échange. Où est-ce qu'on en est 2 mois plus tard? Eh bien, on en est encore à une question. Vous disiez il y a un instant, cher Enza, qu'il fallait viser à amener des réponses sur la résilience.
Pour moi, c'est encore un gros point d'interrogation. Ça n'est qu'après la crise que l'on peut se juger, se jauger sur la capacité de rebondir. Ce que je constate, en tout cas aujourd'hui, et je le pressentais, mais de manière peut-être encore un peu confuse il y a 2 mois, c'est qu'on avait une vague de grande ampleur devant nous qui allait balayer et reparamétrer passablement de choses, pas seulement au niveau sanitaire. On voyait très bien, lorsque vous m'avez invité à fin février, que l'impact économique serait assez gigantesque. Rappelez-vous, c'était quelques encablures de l'annulation du salon de l'auto, un coup de tonnerre dans le ciel de l'économie genevoise. Quiconque connaît Genève, c'est l'importance de ce salon et l'importance de motifs qui peuvent prévaloir pour l'annuler. Et donc, 2 mois après, je dirais qu'on n'a encore pas, à mon avis, totalement atteint l'impact. On a réalisé, et on réalise chaque jour encore davantage, à quel point le monde est interdépendant. On voit avec peine pour certains acteurs et difficulté de bien discerner les interdépendances, dans quelle mesure est-ce que ces connexions aujourd'hui sont complexes. Et on a des effets papillons qui se multiplient. Sur l'économie, c'est évident. On voit aussi que, et ça c'est une réponse très politique, puisque je suis le politique de l'étape, le premier réflexe, est-ce vraiment de la résilience? Pas sûr. C'est de se replier, de revenir sur ses fondamentaux, de fermer un certain nombre d'écoutilles et d'essayer de prendre avec soi la population, on l'a vu dans le pays voisin, la France, un discours assez social, qu'on voit aussi, et c'est là peut-être pour esquisser un peu le débat, un des risques d'une résilience mal comprise, qu'un des premiers réflexes, notamment au niveau politique, c'est d'essayer de croire et de faire croire qu'on reviendra à une situation antérieure qu'on a connue et que la prorogation du passé, une fois la vague passée, tiendra lieu de solutions valides. Et en fait, ce que je pense aujourd'hui instinctivement et que j'avais formulé il y a 2 mois, c'est que la crise est une opportunité de changement. La résilience, c'est la capacité, en se concentrant, et c'est difficile, mais c'est parfois quand on est dans l'œil du cyclone, vous savez qu'on a peut-être le plus de lucidité sur soi-même, de voir comment est-ce qu'on va rebondir pour réaliser que ce ne sera plus comme avant, mais qu'un certain nombre d'outils sont à disposition et que, par exemple, l'innovation de crise est plus nécessaire que jamais. Je pense ici, on l'évoquera tout à l'heure, au changement des modèles du travail, au changement de l'approche même de la notion d'occupation professionnelle. Tous ces éléments-là, petit à petit, se remettent en place et se reparamètrent. Et c'est ça, au final, qui, à mon avis, permet de considérer que la résilience s'est produite et bien produite. Donc, pour répondre à votre question, je pressentais à fin février, dans ce texte un peu prémonitoire de ma newsletter hebdomadaire, qu'on allait au-devant de grands changements et que c'était aussi finalement quelque chose qui pouvait se révéler positif, mais que ce serait douloureux. Et pour le moment, j'en ai plutôt la confirmation. Merci, merci cher Pierre. Alors, depuis cette crise, vous êtes obligé d'être sur tous les fronts afin de soutenir les entreprises en général et les PME et indépendants en particulier, tant par des aides de l'État en direct, via les banques, via les milieux immobiliers, du jamais vu. Est-ce que cette panoplie, à votre avis, est de nature à renforcer la résilience des entrepreneurs et quelle est la prochaine étape en 2 minutes? Alors, très concrètement, on doit réagir dans l'urgence avec des mesures immédiates et je ne pense pas que c'est celle-ci qui renforce la résilience. Assurer les liquidités, ça a été fait et fort bien fait par la Confédération, subsidiairement par le canton. C'est juste permettre de garder un peu la tête en dehors de l'eau. C'est encore pas réfléchir à la façon de rebondir. Donc, préserver le système, faire en sorte que celui-ci ne collapse pas totalement. C'était la première urgence. On arrive maintenant au bout de ces mesures qui doivent déployer leurs effets, mais s'agissant de la panoplie de ces mesures, vous en avez cité quelques-unes en lien avec les milieux immobiliers, en lien avec les questions bancaires, avec les notions de perte de gains, l'idée de combler le trou d'air, c'est la première réaction. Maintenant, pour moi, le travail de résilience, il commence véritablement au moment où on envisage le rebond. Et je ne dis même pas la relance. La relance, c'est pour la suite. Le rebond, c'est finalement toucher le fond et redécoller ensuite. Et par exemple, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Genève avec la première étape et en Suisse du déconfinement, c'est de s'interroger sur notre modèle de mobilité et notre modèle de travail. On voit qu'il y a des risques importants, on n'a encore pas de vaccin.
qu'il va falloir lisser, étaler les efforts. Est-ce qu'on n'arriverait pas enfin à concrétiser des heures de travail qui soient davantage lissées sur la journée, sur peut-être 6 jours plutôt que 5? C'est ça véritablement qui va nous permettre de prendre la mesure de l'ampleur du travail de résilience à effectuer. Merci beaucoup, Pierre Maudet. Alors, Xavier Comtesse, mathématicien, bouillonnant économiste, agitateur d'idées. On a eu un téléphone la semaine dernière, voilà, bien complet. L'économie va souffrir, hein. Malheureusement, personne ne peut dire le contraire. Quelle est votre vision du futur économique à court, moyen, long terme? Bon, il n'y a pas des belles nouvelles, hein. Moi, je pense qu'on est au-devant d'une catastrophe énorme qu'on n'a jamais connue. Aucune des personnes vivantes ici n'a connu ça, quoi. Et puis, je crois que le discours politique, là, il est rassurant, mais moi, je ne suis pas rassuré du tout. Je pense qu'on va au-devant de beaucoup de faillites, je pense qu'on va au-devant d'un grand chômage, je pense qu'on va devant de très, très grosses difficultés, comme on n'a jamais connu, nous. Et il ne faut pas... C'est pour ça que je t'avais dit, j'aime pas tellement ce mot résilience, parce que, ça rappelle l'idée mécanique, on revient à un état antérieur, ce ne sera jamais le cas. Il faut savoir que cette histoire des virus qui ont commencé quand même au début des années 2000, c'est une réalité pour toujours, pour tout ce siècle. Et même si on trouve un vaccin, le virus, il y en aura un autre, où il mute, un peu comme la grippe, et chaque année, on recommence le combat. Donc, on ne va pas pouvoir s'arrêter de travailler chaque année comme on vient de le faire. C'est une catastrophe totale qui va non seulement endetter les États pour très longtemps, mais énormément d'entreprises vont faire faillite, énormément de gens vont perdre leur travail. Moi, je ne peux pas me réjouir de ça. Je pense que c'est un vrai merdier. Donc, on vient d'en commencer et on n'en voit pas encore trop parce qu'on est comme en vacances. Vous voyez, moi, je pense que c'est comme le tsunami. Quand il y a un tsunami, les gens qui ont vécu ça, la mer se retire d'abord sur 200, 300 mètres. Et les gens vont à la plage voir cette mer qui se retire, vous voyez, qui s'en va comme ça. Mais ceux qui ont été à la plage sont morts, hein, parce que quand elle revient, elle mesure 20 mètres de haut. Et donc, c'est ça qu'on a en ce moment. Faites attention, hein, la vague n'est pas encore arrivée. Et là, on est en train de contempler résilience, blabla. Non, non, c'est un merdier total qui nous arrive. Alors, donc pour toi, finalement, cette résilience, alors on peut l'appeler comme on veut, hein, peut-être c'est un autre mot, mais est-ce que c'est naturel chez l'entrepreneur, toi qui les fréquentes depuis si longtemps? Est-ce qu'on va arriver à s'en sortir? Il n'y a qu'à… Alors, certains vont réussir à s'en sortir, d'autres pas du tout. D'autres étaient juste avant. Hein, je pense tous les magasins. Je veux dire, si Globus licencient maintenant, ils étaient déjà mal avant. Donc, ils n'ont aucune chance. Vous voyez. Donc, il y a plein de… Et puis, si on pense au tourisme, c'est juste effrayant. Aux avions, c'est effrayant. Qui va prendre encore une croisière sur un seul bateau où il y a 4000 personnes? Vous voyez, ce genre de choses vont changer pour toujours. Et puis, dans le fond, c'est un nouveau normal qui s'installe. Ce nouveau normal, il est immense parce qu'il amène des dimensions nouvelles. Une distanciation sociale, il amène beaucoup d'hygiène, il amène des comportements totalement différents. Est-ce qu'on va s'entasser dans des avions avec 800 personnes? C'est fini tout ça. Donc, il y a une nouvelle économie qui va surgir de ça, après des dégâts profonds, je tiens à le dire, et cette nouvelle économie, on peut déjà la voir. Elle est essentiellement non présentielle. Hein. Il y a une économie très présentielle aujourd'hui, et puis on va vers une économie non présentielle. On peut déjà la voir, parce que si vous voyagez à Singapour ou Hong Kong, vous voyez déjà cette économie où on ne se touche pas vraiment, on ne s'échange même plus des cartes de visite, hein, on se fait des WhatsApp, etc. Vous voyez, où on a une très, très grande distance sociale, mais aussi, dans le fond, où l'entertainment, comme on l'a vécu jusqu'à maintenant, paléo, je pense qu'on ne le verra plus jamais. Vous voyez, il faut avoir le courage de dire ça. C'est ça notre réalité. Il faut prendre des clichés comme ça. Plus jamais les gens s'entassent quelque part. Merci beaucoup, Xavier. Alors, Monsieur le grand rabbin de France, Haïm Corsia, merci également d'être là. Faire preuve de résilience est ce qui caractérise le peuple juif. C'est une phrase que vous citez à bon escient à moult reprises. Tout comme l'importance de l'engagement individuel comme maillon d'une chaîne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son micro? Merci de l'éteindre.
Pensez-vous que cette approche puisse être transposée dans le monde économique? Effectivement, si j'ai souvent cité la résilience comme une des caractéristiques du peuple juif, c'est parce que notre histoire nous a forcés à trouver les moyens de dépasser les vicissitudes du moment. C'est-à-dire, si vous restez sur ce que vous vivez à un moment, eh bien, c'est le principe même du traumatisme qui vous empêche de dépasser, de le dépasser. Et je reprendrai l'image que vient de prendre Xavier Comtesse là maintenant à l'instant, sans s'en rendre compte. Il a parlé comme un rabbin en parlant de mer qui se retire et qui revient. Parce que moi, je comptais vous parler de la mer Rouge. Les Hébreux devant la mer Rouge vivent quelque chose qui est de l'ordre de la résilience. C'est-à-dire qu'en gros, et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en gros, ils arrivent devant la mer, infranchissables par nature, et lorsque la mer se retire, ils avancent, mais eux, avant, ils avaient rêvé de quelque chose. Ce quelque chose, c'était pour une partie du peuple retourner en Égypte. Si vous avez devant vous la mer, derrière vous les soldats de Pharaon, le seul horizon, c'est le retour en Égypte, une sorte de retour en arrière. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle, le retour en arrière n'est jamais possible. Et quand Richard présentait la conférence en disant « La résilience, c'est le retour à l'état initial, voire même le dépasser », pour moi, il est évident que le judaïsme apporte depuis toujours au concept de résilience, même s'il a été formalisé récemment par Boris Cyrulnik, l'idée que ce n'est jamais retourner à l'état originel, parce que l'état originel est par nature dépassé. Et je vais essayer de vous le montrer avec quelque chose d'assez étonnant, c'est la danseuse Aurélie Dupont. Aurélie Dupont raconte quelque chose d'incroyable. Bon, c'est une danseuse étoile, évidemment, tout le monde la connaît, et un jour, elle a mal au genou. Et elle va consulter, on lui dit « Madame, il faut vous opérer ». Et elle dit quelles seront les conséquences, vous ne pourrez plus jamais danser. Alors elle dit non. Elle continue à danser, mais elle a tellement mal qu'elle se fait opérer. Se faisant opérer, elle a, après l'opération, travaillé, et elle a inventé une sorte de nouvelle forme de danse, puisqu'elle a perdu la mobilité de son genou, elle a développé une hypermobilité de la hanche et du mollet, de la cheville, ce qui fait qu'elle a toujours une danse qui est tellement fluide qu'on a toujours l'impression qu'elle tombe et qu'elle se relève. Et donc finalement, j'ai élaboré la théorie suivante, je ne sais pas si on me voit à l'image, mais c'est que la résilience, c'est pas nous sommes à ce niveau, nous descendons et nous remontons, c'est nous sommes à ce niveau, nous chutons, et ça nous donne de l'élan pour remonter ailleurs. Pas là, ailleurs. Qui nous permet finalement de découvrir un nouveau potentiel. La résilience, c'est cela. Découvrir un nouveau potentiel. Et donc évidemment, l'image de la mer qui revient, mais elle revient, elle ne peut plus nous noyer parce que nous ne sommes plus là. Si on a tiré l'enseignement de l'attente et du fait d'aller voir la mer selon la très belle image qui nous a été proposée tout à l'heure, alors on ne peut pas. Et c'est ce que disait, de mon point de vue, Pierre Maudet, qui disait, c'est réaliser que ce ne sera plus comme avant. Et il a parlé d'une théorie que je trouve formidable, l'innovation de crise. Regardez par exemple le télétravail. Tant et tant d'entreprises n'osaient pas passer le cap du télétravail. Mais maintenant, on se rend compte que ça peut fonctionner sur certains métiers et certains jours. Donc, puisqu'on l'a mis en place, on va capitaliser là-dessus. Et donc, d'une certaine manière, toute notre histoire dans le judaïsme, ça a été de capitaliser sur les difficultés que nous avons affrontées et que nous avons su surmonter. Exemple, on nous répète à longueur de texte dans la Bible, tu vas le faire, car souviens-toi que tu as été esclave en Égypte. Je ne vois pas pourquoi on nous ramène à notre traumatisme. Mais ce n'est pas pour nous ramener à notre traumatisme d'être esclave d'Égypte. C'est que le principe, c'est puisque tu as eu la force de dépasser ce qui te semblait indépassable, alors tu peux être capable de dépasser un autre indépassable. Et c'est en fait la sorte de tension éthique entre renouvellement et réinvention. Moi, j'ai la conviction que le renouvellement, c'est une réinvention. Et d'ailleurs, avec un sens du timing imparable, j'ai sorti un livre, je crois, 1 semaine et demie avant le confinement en France, ce qui montre que j'ai un sens marketing impressionnant, qui s'appelle « Réinventer les aurores ». Ça ne peut pas faire de mal de faire un peu de pub. Mais le principe, c'est de dire, on voit les matins se succéder les uns aux autres. En réalité, c'est une nouvelle invention. Et nous devons être capables de réinventer parce que la résilience permet de capitaliser sur ce que nous avons vécu et donc de dépasser la situation antérieure.
Alors justement, vous dites, hein, je vous ai lu, vous dites que cette crise sera forte d'espérance. Vous pouvez développer un petit peu? Parce que l'espérance est au cœur de tout le fonctionnement humain. Vous travaillez parce que vous espérez changer votre condition. Vous travaillez parce que vous espérez changer votre société. Vous espérez changer le monde. Vous espérez changer les rapports les uns avec les autres. Vous aidez quelqu'un, vous espérez le changer sa vie et peut-être surtout changer la vôtre parce que vous la rendez brusquement plus nécessaire. En fait, vous espérez tous les jours. Vous espérez, c'est croire, et croire, c'est avancer. Et je pense que la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas dire, finalement, voilà, il y a une situation idéale. Puisqu'elle est idéale, je ne touche à rien, je ne fais plus rien, et donc je suis en état de perfection. Voilà pourquoi le Talmud dit quelque chose d'extraordinaire. Tous ceux à qui on a souhaité va dans la paix, ça s'est mal passé. Comme Absalom, le fils de David, on lui dit va dans la paix, il a fini mort. Notre cas, mais on lui a assassiné. David, on lui a souhaité va vers la paix, ça a réussi. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la perfection, la sérénité absolue, pourquoi vous voulez bouger quelque chose? Vous ne changez rien et donc vous ne réinventez pas ce que vous vivez. C'est la même chose dans les affaires, dans la foi, dans l'amour, dans la vie, dans la famille, partout. En revanche, si vous allez vers la paix, c'est-à-dire que vous avez un horizon, il faut vous mettre en mouvement pour accéder à cet horizon et donc vous êtes dans la nécessité de vous transformer pour atteindre cet horizon que vous n'atteignez jamais. Et donc, vous êtes toujours en mouvement et toujours dans la résilience, c'est-à-dire la capacité à réinventer ce que vous faites. Et je vais vous donner une autre petite image que j'aime bien. Alors, pour ça, je prends mon carnet et mon téléphone. Le Talmud demande qui est plus grand, le nain ou le géant? Alors, le Talmud réponse, pas compliqué, le nain lorsqu'il est juché sur l'épaule du géant. En gros, si on est capable de capitaliser sur l'expérience, sur nos réussites et écoutez bien, sur nos échecs, alors on produit inconsciemment, comme M. Jourdain, de la résilience, c'est-à-dire qu'on apprend et même de nos échecs, on tire une expérience et donc on avance. Et je crois que c'est ça le fondement de la résilience, c'est une façon de voir le monde. Merci beaucoup, M. le grand rabbin. Alors maintenant, Pierre Maudet, une question à Xavier Comtesse. Il nous reste 8-9 minutes pour que chacun une question à chacun de nous. Pierre Maudet, Xavier Comtesse, une question. Alors, comme Xavier, le rabbin, est comme moi un peu de l'étape, est-ce qu'il pense, comme j'ai la faiblesse de le penser, que Genève, parce que c'est une ville qui est déjà très complexe, qui est multifactorielle, a peut-être une carte à jouer de plus en matière de résilience, et notamment de résilience au niveau mondial? Merci. Tu parles de Genève. Oui. Bon, moi j'ai beaucoup de peine avec Genève, parce que on a été un peu coincé historiquement par ces frontières qui nous ont été données, qui sont petites. Et en fait, la ville, comme tu le sais bien, rayonne beaucoup plus que ça. Et en fait, on a oublié qu'on est dans une espèce de métropole qui doit sans doute commencer beaucoup plus loin. Et j'aime à dire qu'en fait, le centre de ce Genève, c'est l'aéroport qui dessert 2,8 millions d'habitants. Ben, c'est ça, Genève. Hein. En fait, les métropoles d'aujourd'hui, elles sont, comme étaient dans le fond les villes de hier, desservies par des gares, elles sont desservies par des aéroports. On verra comment c'est demain. Donc, d'abord, c'est une autre Genève dans ma tête que la tienne. Bon, toi, tu es coincé par le côté politique, mais moi, j'ai une vision comme ça très grande, et à ce moment-là, il est bien clair que si tu vois Grenoble, Lyon, tout ça comme une zone, et Genève là au milieu, et Lausanne aussi, à ce moment-là, tu te dis, ah oui, alors cette partie du monde a certainement un rôle. Alors, elle a plusieurs rôles. Elle a un rôle scientifique assez important, historique comme ça, mais aussi à cause du CERN et des différentes choses, mais aussi parce qu'on est dans une région du monde qui a en gros tout perdu. Après la Première Guerre mondiale et la Deuxième, les Américains ont dominé le monde. Maintenant, on vient d'assister à la victoire des Chinois. En gros, c'est les Chinois qui ont passé devant. Et puis nous, on est très loin là derrière. Et on est très coincés parce qu'on a une espèce d'idéal
de société, d'institutions, de valeurs, et tout le monde s'en fout. Je vous signale qu'aujourd'hui, en Inde, si vous êtes un blanc européen, vous êtes chassé parce qu'ils croient que c'est nous qui avons mis le coronavirus chez eux. Et donc, on est très mal. Et donc, dans cette partie-là, économiquement, ça va s'additionner, je pense qu'il faut qu'on remesure nos ambitions. Pas tellement en disant on n'a pas un message à donner au monde, mais il faut le reconstruire. Je pense que quand vous êtes aux États-Unis ou en Asie, cette région-là du monde, tout le monde s'en fout, honnêtement. Donc, il faut reconstruire. Alors, mon idée, elle est simple, hein, c'est que le monde qui se construit est un monde qui est beaucoup moins basé sur du power game, mais du soft game. C'est la manière dont on raconte les histoires, dont on met les gens en valeur, toute la partie soft du pouvoir qui va être l'enjeu. Et en ce sens-là, on pourrait reconstruire une région qui a un message au monde sur qu'est-ce qui est soft. Alors, qu'est-ce que c'est soft? C'est tout ce qui n'est pas une loi, en gros. Je suis obligée de t'interrompre. Bon, voilà, je m'arrête là. Mais je veux dire, il faut changer notre logiciel de pensée. Recommence pas avec ces anciennes institutions, elles sont globalement mortes. Il faut repenser des nouvelles, et les nouvelles, elles sont de l'ordre du soft et pas du power game. Merci beaucoup. Pierre, une question à Haïm Corsia. Il y aurait beaucoup à dire après l'intervention de Xavier, mais on ne va pas faire de ping-pong ici. Je note quand même que l'OMS, qui est l'organisation mondiale au cœur de la pandémie que l'on vit, est basée ici. Alors, pas faire d'ethnocentrisme, mais je pense quand même qu'il y a pour Genève, dans le soft power, une possibilité de jouer une carte très vite sur le plan mondial. Peut-être pour monsieur le rabbin, j'ai bien aimé votre analogie avec le franchissement de la mer et l'idée du chemin. Ce qui m'interpelle dans votre propos, c'est est-ce qu'il faut systématiquement qu'on soit acculé le dos au mur pour que l'on sécrète une forme de résilience positive? Je m'explique. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une forme, enfin je l'interprète comme ça, de confort dans lequel on s'habitue à ne pas se poser des questions peut-être existentielles. Je pense qu'on l'a vécu longtemps ici, et sans vouloir faire trop de morale calviniste, quand même, on est à Genève, dans une cité opulente, qui n'a pas eu à se poser beaucoup de questions et qui devait plutôt gérer la richesse qu'autre chose. Et maintenant, on se retrouve, alors plus que jamais, effectivement interconnectés, frappés par les mêmes plaies qu'ailleurs sur la planète, de façon peut-être un peu moins forte, et peut-être qu'on en aura moins les stigmates. Mais avec l'idée quelque part qu'il faut ces passages un peu violents pour qu'on se pose les vraies questions. Est-ce qu'on n'arriverait pas à trouver un modèle sécrétant une résilience positive vertueuse sur la base finalement d'un temps de paix, d'une situation heureuse, ou est-ce qu'il faut sans cesse passer par ces moments difficiles? Monsieur le grand rabbin. Ouais, c'est une question, de mon point de vue, essentielle. Je vous répondrai si j'avais envie de répondre de manière abrupte. La méthode, c'est d'être juif. Parce que justement, à Pâques, par exemple, il ne s'agit pas pour nous de commémorer la sortie d'Égypte de nos ancêtres il y a 3332 ans, c'est se remettre dans la situation d'un esclave qui a l'amertume, qui n'a pas le temps de laisser son pain monter et qui doit sortir de ses propres Égyptes. Nous avons nos propres Égyptes. Je vais vous répondre, et là de manière plus classique, oui, parce que Charles Péguy a dit « Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. » Et nous nous habituons en permanence à des situations, les trouvant logiques, ce qui donne, chez nous en France par exemple, le fait qu'on a considéré qu'il fallait gérer les hôpitaux avec des flux et puis avec des stocks, comme une entreprise, et que quand on a besoin de stocks, de masques, de médicaments, etc., on se trouve fort démuni quand la bise fut venue. Si vous voulez, c'est quand il y a un traumatisme, quelque chose qui change ce qui nous paraissait inchangeable, immuable, qu'on comprend que ce n'était pas aussi immuable que cela, et qu'il y a des efforts à faire pour imaginer comment ne plus dépendre des uns ou des autres. C'est à mon avis ce qui sera l'enjeu majeur de nos sociétés occidentales, savoir comment, toujours en partenariat, parce qu'on a bien compris, et j'ai bien aimé l'image que vous donniez au début du battement d'ailes de papillon,
Il est évident qu'on ne peut pas vivre enfermé par rapport à d'autres parties du monde. Tout ce qui se passe au bout du monde nous concernera, mais on devra avoir chacun une forme de capacité d'action. Donc, pour ça, il faut être confronté au manque un jour, ou en tout cas être capable de se remémorer ce manque pour considérer qu'il ne faut pas retomber dedans. Merci beaucoup. Messieurs, je vais vous demander des questions brèves pour des réponses brèves, sinon on n'arrivera pas malheureusement aux questions-réponses avec nos auditeurs. Xavier, une question à Pierre. Alors, écoute Pierre, moi je te lis beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mais j'aurais aimé avoir ton avis sur quels seraient les 3 éléments essentiels pour toi pour construire une économie demain. Alors, En 30 secondes, donc. d'abord de la matière grise, et c'est ce qui a fait le succès de la Suisse, mais de la matière grise renouvelée, pas orientée sur les tunnels. On a été très fort sur les tunnels au 19e, au 20e et même au 21e siècle avec le dernier tunnel, celui du Gothard, mais de la matière grise orientée sur la 4e dimension. Et tu sais, mon combat ici pour faire en sorte que la Suisse devienne un pôle, et Genève en particulier, dans toutes les techs possibles et imaginables, pas seulement biotech, mais aussi green tech. Donc, avoir la capacité de développer encore et bien davantage la matière grise sur ce champ infini que nous offre le numérique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on a besoin de sens. Et c'est peut-être ce que va nous enseigner cette crise, en remettant en cause des modèles qui, je paraphrase ici M. le rabbin, par habitude n'ont plus été interrogés, des modèles notamment sur le sens du travail, sur le temps qu'on y consacre, sur également l'horizon qu'on lui donne. Donc je pense que du sens pour l'économie, c'est plus nécessaire que jamais, et c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intersection des cercles entre la politique et l'économie. Et puis enfin, je pense que l'économie a besoin, et c'est peut-être un paradoxe dans le contexte actuel, d'encore plus d'échanges, encore plus de facultés. Il y a une tentation qui apparaît très claire maintenant, c'est celle du repli et de la fermeture. Je pense que les réponses, elles se trouveront à l'échelle de la planète. On va voir arriver également l'impact du tsunami dans les pays qui sont en voie de développement. Et notre économie, plus interconnectée que jamais, plus interdépendante que jamais, elle a besoin de réponses à cette échelle-là. Donc, c'est de l'ouverture. Merci beaucoup Pierre. Xavier Comtesse, Haïm Corsia. Bon, alors, monsieur le grand rabbin, j'ai bien aimé votre image flux et stock. Bon, on sait pourquoi on est sorti d'une société de stock, parce qu'en fait, on stockait beaucoup de matériel d'une manière inutile, et je suis d'accord avec vous que la question des flux nous a rendus extrêmement fragiles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le flux et le stock ? Pour moi, c'est clair, c'est la confiance. La confiance provient de quelque chose qui s'appelle l'éthique et je crois que dans le monde de l'entreprise, et c'est peut-être ce que j'aurais posé si c'était à moi de poser une question à Pierre Maudet, mais je peux le faire tout de suite. Non, ça va venir après. Comme ça va plus vite et je le fais tout de suite. C'est qu'à ces 3 théories que je trouve formidables, matière grise, surtout sens et échange, il a 100 fois raison de rappeler qu'il faut surtout ne jamais rester enfermé sur soi, parce que c'est évidemment la fin de tout système, y compris la fin de soi, puisqu'on n'est plus irrigué par les stimuli extérieurs. Et ce qui me semble vraiment essentiel, et ce que je rajouté, c'est la confiance. Si vous mettez dans un système, quel qu'il soit, de l'éthique, c'est-à-dire du questionnement, vous le rendez peut-être un peu moins rapide ponctuellement, mais sur le moyen et le long terme, vous mettez plus de confiance. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas… Alors, ma réponse à la question qui m'est posée, c'est la confiance et le partage. Et ma question, pourquoi ne pas ajouter la confiance dans le sens? Alors, c'est la question pour Pierre Maudet, je comprends bien. Pierre? Sens sans confiance n'est que ruine de l'âme, c'est ça. Oui, je pense que la confiance, on le voit aujourd'hui au niveau politique, elle est ébranlée aussi par le sentiment, et ça apparaissait dans les questions qui circulaient tout à l'heure, dans le sentiment qu'il y a une perte de maîtrise. Donc la confiance, elle repose aussi sur la capacité pour les interlocuteurs, et notamment ceux qui vous parlent ce soir,
d'accréditer l'idée qui tiennent les leviers. Et moi, ce que je trouve très intéressant, je me replace d'un point de vue politique local, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on est, nous les politiques, de nouveau interpellés parce qu'on voit que des décisions qu'on prend sur des choses qui entravent quand même la liberté individuelle, sur des prescriptions de semi-confinement, etc., elles ont un impact et qu'il y a un retour du politique. Je pense que c'est une grande responsabilité que de l'assumer aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi une chance en termes de confiance. Et c'est vrai que la confiance, c'est un ingrédient essentiel, on le voit dans l'économie, c'en est un aussi dans le domaine politique. Si cette crise pouvait contribuer à la restaurer, on n'aurait pas totalement perdu notre temps. Merci beaucoup. Monsieur le grand rabbin, à Xavier Comtesse. Dans l'image qu'il a prise tout à l'heure sur la mer qui se retient, je lui ai répondu tout à l'heure que finalement, si la mer, elle revient et qu'elle n'est plus là parce qu'on était capable de bouger et qu'on considérait que le premier obstacle n'est pas tout l'obstacle, alors on dépasse la situation qu'il a décrite. Et en fait, est-ce qu'il ne faut pas être capable de se remettre en question en permanence et apprendre de ses échecs, comme je le disais tout à l'heure? Et moi, j'y vois une image assez merveilleuse, c'est que dans l'Arche sainte, dans le désert, il y avait les tables de la loi, mais il y avait aussi les débris des premières tables de la loi brisées. Comme si l'échec était aussi un apport pour pouvoir se projeter un peu plus loin. Est-ce qu'on peut le voir en économie? Oui, bien sûr. C'est surtout dans notre vieille Europe qu'on a peur de l'échec, mais les civilisations plus modernes, comme les Américains ou maintenant les Chinois, ils intègrent beaucoup plus l'échec. On dit toujours aux États-Unis, si vous n'avez pas fait une ou deux fois faillite, vous n'êtes pas quelqu'un. Vous voyez? Et donc, eux, ils ont vraiment intégré ça au niveau économique, hein, je parle bien. Bon, ils l'ont aussi intégré au niveau de la famille, mais c'est une autre chose. Si vous n'avez pas fait 2 mariages, vous n'allez jamais faire un très beau mariage. C'est très dur pour vous, mais c'est comme ça qu'ils le voient le monde. Ce que je veux dire par là, moi, j'étais un peu déçu de votre réponse parce que, en fait, je m'attendais à ce que vous me disiez entre stock et flux, il y a redondance. En fait, le stock, ce n'est pas tellement génial non plus, puisque c'est une accumulation de biens qui souvent se détériorent. Le flux, on a vu, ça a des problèmes si jamais la chaîne est interrompue. Mais la redondance, et j'aime bien ce mot de redondance, je pense qu'on va dans une économie redondante. Je vous renvoie à la question. Oui, moi j'ai eu le grand honneur de servir dans l'armée de l'air. Et dans l'armée de l'air, il n'y a jamais un seul système sur un avion. Ils sont non seulement redondants, mais on les triple, les systèmes. Exactement. Et je pense que sur des systèmes aussi vitaux que l'hôpital, on aurait dû, si ce n'est le tripler, au moins le doubler. Exact. Et donc, on ne peut pas gérer l'hôpital. Nous, en France, on a le système de T2A, tarification à l'acte, avec effectivement que cette gestion en flux, ce qui fait qu'on est toujours en manque, en limite. Ça me paraît dangereux d'appliquer une logique absolument économique au monde de la santé, où on doit le voir aussi vital que peuvent être les systèmes de commande, pilotage d'un avion. Alors, que nous dit la religion sur la redondance? Xavier, je crois qu'on va donner la parole à Richard qui va poser avec les auditeurs des questions. Merci beaucoup. On se reprend dans un moment. Richard, c'est à toi. Très bien, merci Enza, merci à tous les trois. Raïm, je me dis très souvent que tu aurais fait un bon jésuite quand même, hein, parce que répondre à une question par une question, c'est quand même exceptionnel. Hein. Et c'était pour ma barbe, ça. Raïm, j'ai une question, monsieur le grand rabbin, qui est assez intéressante, qui est posée par un étudiant et qui me dit, c'est bien beau, on parle d'économie, de politique, etc., mais on a quand même une tendance à oublier les hommes qui sont à la base de notre discussion et on n'évoque pas assez les conséquences psychologiques du confinement, etc. Je pense que… On t'entend plus, Richard. C'est Jacques-François qui me coupe. Raïm, je crois que ton micro, en fait, on entend dedans. Tu pourrais couper ton micro? Ah, super. En fait, je lisais une étude dans laquelle il disait qu'on risquait d'avoir une vague de suicides chez les seniors à la sortie du confinement et avoir à faire face à quelque chose, je sais, auquel tu es vraiment très sensible, c'est la question de la fragilité. Et je crois qu'on va mettre
en évidence un certain nombre de fragilités, qu'elles soient alors au niveau de la politique, de l'économie, mais aussi au niveau des hommes. Et donc, quelle est la réaction de chacun d'entre vous par rapport au traitement des fragilités qu'on va pouvoir mettre en œuvre derrière? Effectivement, il se trouve que moi j'ai alerté les pouvoirs publics sur le risque qu'on prenait, et notamment, je l'ai écrit dans un article dans le Figaro le 8 avril, où j'ai expliqué qu'à vouloir protéger les anciens, en n'allant pas les voir dans les maisons de retraite, on risquait de leur couper la seule chose qui les maintenait en vie, dans leur volonté, c'était le lien avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et que, à vouloir trop protéger les gens, on finit par les isoler. Or, nous ne sommes pas faits pour être complètement isolés. Et j'estimais de la même façon qu'il était dangereux, même s'il y a des impératifs médicaux, d'empêcher les familles d'être présents aux derniers instants de la vie de leurs proches, même dans les hôpitaux, même dans les services de soins intensifs, parce qu'on risquait d'avoir une génération entière de personnes avec le sentiment de culpabilité de ne pas avoir été là. Donc j'ai parfaitement conscience qu'il y a des risques qui ne sont même pas des dégâts collatéraux du confinement, qui sont des risques parfaitement vus, mais on essaye de les minimiser en se disant, pour l'instant, et c'est rassurant, c'est-à-dire que finalement, on a fait le choix de la vie, de l'humain, sur l'économie. On aurait pu faire un autre choix qui consistait à dire, il y aura des morts, c'est pas grave, on traitera ou on traitera pas, mais l'appareil économique, l'appareil productif, industriel doit poursuivre. Maintenant, on va trouver le bon dosage, je pense, entre poursuivre l'activité et protéger les gens, mais vraiment, cette notion de fragilité est essentielle parce que, en fait, c'est notre fragilité qui nous appelle à tisser du lien avec les autres. Parce que si je me sens tellement fort, je n'ai plus besoin de personne et donc je n'ai plus de lien avec les autres. C'est donc ma fragilité qui me rend humain. Or, nous sommes humains. J'allais dire grâce à Dieu. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Une question d'Alexandra Caraccioni. Comment les économistes peuvent-ils encore prévoir des récessions à moins 5% alors qu'une grande partie de la population va perdre plus de 50% de son revenu? Je pense que monsieur. Oui, alors les prévisions, c'est fait pour, je ne sais même pas pour qui, parce qu'elles sont faites pour être revisées. Alors, donc, on fait des prévisions et 2 mois après, on les révise. Et après, on les révise. Alors, je ne sais pas vraiment qui les utilise parce qu'elles sont toujours fausses quand elles sortent, toujours. Soit on les révise à la baisse, soit on les révise à la hausse. Alors, il faut regarder le processus plus qu'une donnée. Donc, maintenant, on a vu une succession de prévisions à la baisse, donc ça continue à baisser. Voilà, c'est ça qu'il faut en retirer. Donc, ne regardez plus maintenant les chiffres, de manière générale, ne regardez pas les informations, mais regardez le flux d'informations. Et pensez à la redondance. Trouvez plusieurs pistes d'informations. Donc, la grande difficulté du monde dans lequel on va, c'est que je pense qu'il s'agit vraiment maintenant d'être capable de faire son propre avis en ayant des systèmes redondants d'informations et des systèmes de balance and check qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ce nouveau monde, on entre dans une incertitude et qui va nous fragiliser, dont vous n'avez pas une simple idée. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller d'État, peut-être un mot sur cette question des statistiques? À l'instar de Churchill, je n'utilise que les statistiques que j'ai moi-même manipulées. Donc, s'agissant de la récession, je rejoindrai Xavier Comtesse, c'est extrêmement difficile de dire. Et puis, est-ce que ça parle vraiment à la population d'être à moins 5, moins 7, moins 12? Ce qui est certain, et ça, du point de vue économique, c'est un choc majeur, c'est qu'on a à la fois une rupture, une disruption de l'offre, une disruption de la demande, et on le voit maintenant, les premiers indicateurs sont clairs, une augmentation substantielle du chômage, donc une diminution de l'embauche. Cumuler une diminution de l'embauche, de l'offre et de la demande, c'est l'assurance d'une récession. La question, pour reprendre l'image du tsunami, c'est quelle est la hauteur de la vague, quelle est l'ampleur de sa profondeur et jusqu'où elle va se retirer ensuite. Merci beaucoup, monsieur le conseiller d'État. Une question de Philippe Pache qui nous pose la question suivante. L'homme et le monde du vivant est capable et ou doit faire preuve de résilience. L'économie peut-elle réellement être résiliente ou est-elle la résultante du changement des acteurs et donc par extension du vivant? Qui veut répondre à la question?
Bon, je peux répondre. L'économie, c'est quand même des systèmes. L'économie peut se montrer, je pense, résiliente si à la base on a soigné une certaine diversité, si précisément on lui a donné du sens, enfin qu'on a donné du sens aux produits de son activité. Ces éléments-là auxquels se rattacher pour les individus que nous sommes et qui collectivement forment une chaîne, évidemment que ça peut rendre l'économie plus ou moins résiliente. On comparera une fois que la vague se sera retirée en fonction des systèmes, des pays, des natures d'activité. Mais je pense, oui, que l'économie peut se révéler plus ou moins résiliente. Je pense aussi que le rôle du politique, c'est en amont, mais ça nous fait souvent passer pour des Cassandres, annoncer quand même un peu la couleur, dire ce que l'on pressent comme difficulté que l'on va rencontrer, qu'on en tienne compte ou pas ensuite. C'est toujours plus difficile lorsqu'on est dans une situation de confort, de peindre un peu le diable sur la muraille. Maintenant, oui, l'économie peut se révéler plus ou moins résiliente. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller d'État. J'ai une question également très intéressante, comme toutes. Nous parlons du suicide des personnes âgées, mais qu'en est-il des adolescents? Je trouve que la question est intéressante puisque c'est déjà une société, enfin une typologie une partie de la population, pardon, qui est déjà très exposée au suicide. Est-ce que vous envisagez au niveau de Genève une prévention particulière vis-à-vis de cette jeune population, enfin les adolescents, les adolescents et les jeunes adultes? En lien avec la crise qu'on traverse aujourd'hui? Oui. Sur la crise sanitaire, non, on ne constate pas, à ma connaissance, et on a regardé encore récemment les statistiques d'une augmentation des taux de suicide. Mais en fait, c'est différentes crises qui se suivent. Il y a la crise sanitaire, il y a ensuite la crise économique, puis il y aura la crise sociale. Sur la crise sociale et l'impact psychologique des mesures de semi-confinement ou de confinement, je pense que c'est très tôt pour le dire. Je pense qu'il faut être extrêmement attentif et que le monde de demain va quand même générer en contre-coup de ce qu'on aura vécu ces quelques semaines et mois et probablement années, des effets négatifs. Mais à ce stade, objectivement, on ne peut pas parler d'une augmentation du taux de suicide. Maintenant, encore une fois, l'image de la vague et du tsunami, on est au début. Donc, c'est difficile de prédire ce qui va se passer. Merci beaucoup, Pierre Maudet. Une question de Monsieur Point. Quid de la gestion des risques liés justement à cette problématique, comme par exemple dans le nucléaire? Est-ce que l'on n'attend pas d'être confronté au problème pour construire ou imaginer par brainstorming l'imaginable? Ou l'inimaginable, pardon. Qui souhaite répondre? Si vous voulez, alors là, je peux dire un tout petit mot, mais c'est que c'est beaucoup plus facile de prédire le futur rétroactivement. Et forcément, on appelle les historiens, une très belle formule qui dit que les historiens sont les prophètes du passé. Bon, mais on peut par nature prévoir les choses et elles ne se passent jamais comme on imagine. On a trouvé le fameux rapport de la CIA que Alexandre Adler avait publié en France en 2009, qui prévoyait la situation en 2035. Et là, on a trouvé l'occurrence d'une crise qui ressemble trait pour trait à la nôtre. Mais dans toute la masse de ce qui est traité, tout ne va pas se réaliser. D'une certaine manière, c'est exactement comme la Bible. Dans la Bible, regardez l'histoire, par exemple, de Jonas. Je reviens, on va dire que je suis obsédé par la mer et le passage de la mer. Mais dans Jonas, il va prophétiser que Ninive sera détruite. Ninive n'est pas détruite à la fin. Alors si, elle a été détruite il y a 5 ans par les fous furieux qui se trouvent là-bas, mais Ninive n'est pas détruite. Alors pourquoi c'est annoncé? Parce que c'est une potentialité. Et que dans notre société, on ne peut pas tout prévoir, mais on doit prévoir l'imprévisible. C'est encore la question des flux des stocks dont je parlais tout à l'heure. Et on voit bien les failles d'un système où on se dit, bon, il y a tant de pourcents de chances que telle ou telle chose arrive. Mais on ne peut pas dire, on a toujours une guerre de retard, même si je vous engage à lire les tranches défaites de Bloch, et vous verrez qu'il y a des phrases qu'on pourrait lire aujourd'hui dans la presse, mais il n'empêche que on a aussi le devoir de travailler sur du réel, pas exclusivement sur des choses que théoriques. Or, le réel, par nature, arrive de manière imprévisible. Merci, monsieur le grand rabbin. Christian Pechner nous pose une question
le réflexe de repli sur soi-même que l'on voit au niveau des États va-t-il rendre le retour à une situation économique acceptable plus compliquée et donc nécessiter encore plus de résilience du coup? Qui souhaite répondre? Moi, je veux bien. Je ne pense pas tout à fait ça. D'abord parce que, comme l'a dit Pierre Maudet au départ, tout le monde a besoin de l'autre. On est entré dans un monde marchand qui échange énormément de biens tout autour de la Terre. Donc ça, d'une manière ou d'une autre, ça revient. C'est pas ça le point, à mon avis, central pour le monde qui va venir. Le monde qui va venir, c'est un drôle de monde où il y aura deux aspects extrêmement présents, une partie virtuelle, une partie réelle. Donc, dans l'enseignement, on parle de présentiel et d'enseignement à distance. Ben ça va être un des marqueurs de cette société qui se construit. Comment est-ce que je construis une entreprise dans la réalité et dans le virtuel en même temps, qui fait de la vente sur Internet et qui fait de la vente dans un magasin, ou etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, c'est-à-dire un monde qui aura deux aspects simultanés, et je pense qu'il donnera une plus grande résilience à l'ensemble. Parce que pour l'instant, on était soit dans un, soit dans l'autre. On était soit Amazon, soit Payot. Vous voyez, on avait sa petite librairie, on était dans... Non, demain, on est partout, tout le monde. Et c'est ça qui a changé, définitivement. Parce que pendant ces quelques semaines, une dizaine de semaines, on a fait du télétravail, du téléenseignement. En fait, la vraie chose qui a changé, c'est le numérique. C'est un boost extraordinaire au digital. Tout le monde y est passé, les enseignants. Vous vous rendez compte, des millions d'enseignants dans le monde se sont mis au téléenseignement alors qu'ils auraient fait des grèves pendant 40 000 ans pour ne pas faire du téléenseignement. Ils l'ont fait et ça a marché. Donc, il faut voir que ça a été un boost et on peut déjà dire la vraie victoire, c'est le digital. Alors, dans l'enseignement, on utilise déjà le blended. On t'entend plus, Richard. Je disais dans l'enseignement, on utilise le blended learning, hein, c'est-à-dire qu'on optimise le face-à-face pédagogique grâce justement au distanciel d'une manière assez systématique. Maintenant, c'est vrai que ça a quand même joué un rôle de catalyseur, puisque une fois qu'on est devant la falaise, comme le disait le grand rabbin tout à l'heure, c'était pas la falaise, mais c'était la mer, eh bien, il faut bien à un moment faire des choix. Et là, dans ces cas-là, c'est sûr que ça pousse à l'innovation. Alors, une question de Arnaud Cuilleret qui nous pose la question suivante. Les vulnérabilités posent un problème culturel et éducatif qui en font un tabou dans nos sociétés. Comment agir et donc les valoriser? Si vous permettez, je vous raconterai une petite histoire tout à fait personnelle. C'est que quand j'ai acheté ma bague de mariage, que j'ai mon anneau, tout simple, je suis allé dans une maison qui m'a expliqué qu'il y avait en France 12 000 personnes qui avaient le doigt arraché ou blessé gravement à cause d'une traction sur l'anneau pendant qu'on bricole, qu'on cloue, qu'on machin. Mais ils m'ont dit, rassurez-vous, dans votre anneau, il y a un point de faiblesse de l'or qui fait que s'il y a une traction sur l'anneau, l'anneau cède avant votre doigt. Je dis formidable. Mais je me suis dit, voilà, l'illustration parfaite du fait que la faiblesse devient une force. C'est-à-dire que la faiblesse d'un système qui est plus fragile devient une force et cette vulnérabilité appelle par nature la complémentarité. Ça s'appelle faire société, selon le terme de Maurice Godelier. Merci, monsieur le grand rabbin. Une question encore de Schumpeter qui parle de la destruction nécessaire. J'aimerais vous poser une question, monsieur le grand rabbin. On a toujours vécu dans cette... C'est la question qui va avec ça, Enza. Pierre ne nous entend plus, je crois. Ah, Pierre, vous nous entendez? Pierre? Non, je ne pense pas. On a perdu notre conseiller d'État. On l'a perdu. Bon, on va peut-être se reconnecter. Alors, la question des séparations, en fait, depuis tout à l'heure, vous faisiez des références bibliques, tout est séparation. Est-ce qu'on est en train de vivre une séparation? Ah non. Non, pour moi, c'est clair, c'est impossible d'imaginer de grandes séparations, soit par État, soit par région.
On a bien vu en France qu'on a voulu, comme le disait Xavier Comtesse tout à l'heure, le monde maintenant va être évidemment plus encore relié. C'est le Conseil d'État disait tout à l'heure, évidemment, il faudra encore plus d'échanges. Donc, par nature, il n'y aura pas de séparation, on a une intrication de nos économies, de nos enseignements, qui est une évidence. Tous nos enfants, maintenant, iront faire des études à l'étranger pour apprendre l'étrangeté de l'autre, c'est-à-dire leur propre étrangeté. Donc, on ne peut pas être limité soit par nos frontières, soit par nos conceptions, nos religions. On sera dans l'échange, dans la connaissance, la rencontre. Par exemple, aujourd'hui, on sait que nous sommes pendant le Ramadan. Ça paraît évident de souhaiter bon Ramadan, Ramadan Moubarak à tous nos amis qui sont musulmans. Et donc, le simple fait de partager le temps de l'autre, c'est en fait devenir des contemporains. Nous sommes dans une société de contemporains. Comme Tempores, nous partageons le temps. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Enza, avant de te redonner la parole, un dernier tour de piste de nos deux intervenants. On a retrouvé Pierre Maudet ou pas? Pierre, tu nous entends? Nouveau, excusez-moi. Ah, j'ai une super. petite Oui, peut-être une conclusion. C'était la conclusion. Pierre Maudet. Je vous entends très très mal là. Ah, Pierre Maudet. Je ne vous entends plus du tout même. Alors, monsieur le grand rabbin, une conclusion rapide? Je crois que la résilience est quelque chose qui nous anime comme aussi une forme d'espérance. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est la possibilité d'imaginer autre chose que le simple retour en arrière. Et je pense que le retour en arrière est la chose qui nous perturbe le plus. Non, c'est faux, avant, c'était pas mieux. Ce qui est mieux, c'est demain. Et le simple fait de se dire demain sera mieux nous donne cette espérance qui nous fait et qui nous permet de commencer le chemin de la transformation. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Monsieur Comtesse, un mot de la fin? Je pense qu'il faudrait faire un autre web séminaire comme ça sur la question de la redondance. Je pense qu'on n'a pas réfléchi à la nouvelle économie qui arrive. On a toujours le réflexe de dire, bon, en gros, ce sera comme hier, et puis on pense qu'il y a quelques petites innovations par-ci, par-là. Mais je crois cette fois-ci, non. Cette fois-ci, non, on a été très loin, on a des dettes énormes, ça va être quand même un gros massacre économique. Et donc, ce n'est pas une opportunité, c'est une obligation de réfléchir à une nouvelle économie. Merci beaucoup, monsieur Comtesse. Monsieur le Conseil d'État, vous avez la parole pour le mot de la fin. Pierre, tu nous entends? Oui, je t'entends, toi, je n'entendais pas l'intervenant précédent. Je crois que vous arrivez à la conclusion, j'ai malheureusement loupé un peu les dernières minutes, mais si tu me demandes un mot de conclusion, si vous me demandez, chers amis, un mot de conclusion, en rebondissant sur les quelques bribes que j'ai eues de Xavier Comtesse, je crois qu'il y a une réalité, c'est que la crise qu'on traverse aujourd'hui oblige effectivement, et c'est passionnant, à réinventer le modèle économique. Il ne s'agit pas d'un petit rebond, il s'agit de paramètres complètement différents, d'une autre échelle, de valeurs qui restent, elles, intemporelles. Je parlais d'ouverture et de diversité tout à l'heure, mais qui vont se produire dans un monde où le succès de tous sera tributaire de l'addition, notre capacité justement de nous montrer résilients. Et je crois profondément que nous pouvons relever ce défi ensemble. Merci beaucoup, monsieur le Conseil d'État. Merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Enza pour qu'elle nous annonce la prochaine conférence de lundi prochain, le prochain débat d'idées, je tenais à vous remercier tous les trois, ainsi que les équipes du Cercle des dirigeants d'entreprise et de l'IMSG, parce que c'est toujours un plaisir. Nous étions, Enza, tu as gagné ton panier, nous étions 112, avec très peu de pertes, puisque nous sommes toujours 104. Donc, merci à toutes et à tous, à ceux qui œuvrent un peu dans l'ombre, comme je pense à Jacques-François, je pense à Julien, je pense à Lucas qui sont derrière, donc, et à toi également, Enza, mais là, tu étais en lumière. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, je crois 1 heure plus tard même, pour des questions d'agenda. Et je laisse à Enza le mot de la fin. Très bonne fin de journée et merci de votre confiance. Merci beaucoup, Richard. Alors, moi, les redondances au niveau des remerciements, j'aime bien. Alors, encore merci 1000 fois aux intervenants d'abord pour ce passionnant
débat. Vous pouvez le revoir, ce débat, comme celui de la semaine dernière, comme les suivants. Vous cliquez sur nos sites et vous allez pouvoir peut-être, pourquoi pas, faire avec des amis, continuer le débat sur ce qui a été lancé. N'hésitez pas. Lundi prochain, donc le 4 mai, nous nous retrouvons à 18h pour des questions d'horaire, d'agenda de nos intervenants. Alors, nous parlerons de quel avenir possible des transports aériens. Le titre n'est pas arrêté, mais c'est dans ce sens. Alors, côté économie, ce sera Lorenzo Stoll, directeur de Suisse. Côté politique, nous passons la frontière et nous avons demandé à Étienne Blanc, qui est premier vice-président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, candidat à la mairie de Lyon et qui s'est impliqué quand il a fallu imaginer des modifications sur le statut de l'aéroport de Lyon. Côté recherche, alors ne vous fiez pas ni au prénom ni à la formation de base. Nous recevrons la formidable Nicolas Thibaudot, ingénieur mécanique spécialisé dans la mécanique spatiale et qui dirige aujourd'hui MPS Micro Précision à Bienne. Voilà, encore un sujet et des intervenants de haut vol. Si rebondir, c'est aussi pouvoir profiter de cet outil incroyable qu'est le net, eh bien, je crois que nous aurons gagné quelque chose. Il me reste vraiment de vous remercier d'avoir été avec nous en ce début de soirée. Je vous propose, à part les conférenciers, de vouloir quitter la salle. Voilà, je regrette simplement de ne pas pouvoir vous inviter à échanger comme d'habitude autour du verre de l'amitié. Ce n'est que partie remise. Bonne soirée, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. À bientôt.